Bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet, un vrai casse-tête pour beaucoup de directeurs d'EHPAD, le dialogue social qui déraille complètement. Quand tout est bloqué, on fait quoi? Eh bien l'idée, c'est de vous donner une sorte de mode d'emploi pour sortir de l'impasse et pourquoi pas reconstruire quelque chose de solide. Voilà, tout est dit dans cette phrase. Quand le dialogue social se crispe au point de se rompre, ce n'est pas juste une mauvaise ambiance, non, ça peut littéralement tout paralyser. Les projets sont à l'arrêt, l'atmosphère devient irrespirable et au bout du compte, ce sont les résidents et la qualité des soins qui trinquent. L'enjeu est donc énorme. Alors, comment on va s'y prendre? Voilà le plan de match. D'abord, on va apprendre à repérer le blocage, puis à comprendre d'où il vient. Ensuite, on verra les actions concrètes à mener, comment prévenir pour ne pas en arriver là. Et enfin, on se projettera vers un dialogue social renouvelé. Allez, on attaque direct. Première chose à faire, ouvrir les yeux et savoir reconnaître les signaux. Comment on sait qu'on n'est plus dans une simple négociation un peu tendue, mais bien dans un blocage total? Eh bien voilà les fameux signaux d'alerte. On ne parle pas de désaccord, on parle de quelque chose de beaucoup plus dur. Le refus systématique de s'asseoir à la table, les réunions du CSE qui tournent en rond ou qui sont carrément bloquées, les procédures qui sont utilisées comme des armes, sans parler des recours en justice qui se multiplient, des grèves surprises ou même des campagnes de dénigrement en interne. Et attention, ce n'est pas un cas d'école. Une étude récente montre que près d'un EHPAD sur 4 fait face à ce genre de situation. C'est énorme. Et la conséquence de tout ça, elle est directe. Et elle fait mal. Regardez ce chiffre. Plus 34%. C'est l'augmentation de l'absentéisme du personnel quand un conflit s'installe et dure. 34%, c'est absolument colossal. Et ça met une pression dingue sur des équipes qui sont déjà, on le sait, très sollicitées. Ok, on sait reconnaître les symptômes. Mais pour soigner, il faut comprendre la cause. C'est crucial, parce que le blocage, c'est souvent juste la pointe de l'iceberg. Qu'est-ce qui se cache en dessous? Un des premiers éléments, et c'est un nerf de la guerre, c'est l'argent bien sûr. Un aide-soignant en EHPAD touche en moyenne 12% de moins que son collègue à l'hôpital public. Ce décalage, ça crée un vrai sentiment d'injustice. Et ce sentiment, c'est un carburant hyper puissant pour la colère et la mobilisation. Mais attention, ce serait une erreur de tout résumer au salaire. C'est souvent juste l'allumette qui met le feu aux poudres. En réalité, c'est un cocktail explosif. Vous avez la pénurie de personnel qui crève les équipes, les vieux conflits qui n'ont jamais été vraiment réglés et qui laissent des cicatrices. Parfois, il y a la personnalité d'un délégué syndical, les directives nationales de son syndicat. Et par-dessus tout ça, vous ajoutez les réformes du secteur et l'image parfois très négative dans les médias. Tout ça mis ensemble, ça crée un terrain très fertile pour la radicalisation. Bon, le constat est posé. Maintenant, l'action. Quand on est face à un mur, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? La bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas sans ressources. Il y a une vraie boîte à outils pour les directeurs. Alors, on va commencer par l'option la plus radicale, on va dire, le licenciement d'un salarié protégé. Et là, attention, il faut être très clair. Il ne s'agit jamais de sanctionner une activité syndicale, c'est illégal et ce n'est pas le but. On parle ici de faute professionnelle bien réelle, bien documentée. C'est une procédure hyper stricte. Il faut un dossier en béton, factuel, obtenir l'autorisation de l'inspection du travail qui va vérifier que la sanction est bien proportionnée à la faute. C'est un chemin long et balisé. On pourrait croire que c'est mission impossible, mais regardez les chiffres. En 2023, dans notre secteur, 37% des demandes ont été acceptées. Presque 4 sur 10. Qu'est-ce que ça nous dit? Que si le dossier est solide, si la faute est réelle et prouvée, ce n'est pas une voie sans issue. L'administration donne son feu vert. Mais heureusement, avant de sortir l'artillerie lourde, il y a une autre voie, bien plus constructive, la médiation. L'idée est simple, on fait venir quelqu'un de neutre pour aider à renouer le fil du dialogue. Et franchement, ça marche. Regardez, plus de 2 conflits sur 3 sont résolus grâce à ça. C'est une solution qui a largement fait ses preuves. Prenons un cas concret. Les HPAD des Jardins. Là, la situation était bloquée, il y a une grève de 3 jours, la totale. La direction a eu l'intelligence de changer son fusil d'épaule et de tenter la médiation. Et bingo, un accord a été trouvé sur des choses très pratiques. Les plannings, le matériel et surtout, le calme est revenu et de façon durable. Et à l'opposé, on a l'EHPAD Saint-Michel. C'est un peu le contre-exemple. Ici, rien n'a marché, même pas les médiations. Résultat, une procédure de licenciement qui a duré 18 mois, 1 an et demi. Imaginez l'énergie, le temps et les dégâts en termes d'image pour l'établissement. C'est vraiment la preuve qu'il faut tout faire pour ne pas en arriver à ce point de non-retour. Et si la meilleure solution, c'était tout simplement d'éviter la crise? On arrive à la partie la plus importante, je pense. Prévenir plutôt que guérir. C'est de loin l'approche la plus intelligente et la plus efficace sur le long terme.
Concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire créer une vraie culture du dialogue. Pas juste les réunions obligatoires, mais des échanges plus informels, réguliers. Ça veut dire jouer la carte de la transparence sur les projets, mais aussi sur les difficultés. Associer les syndicats en amont des décisions, et pas seulement quand tout est déjà ficelé. C'est aussi former ses propres managers à ces sujets. Et puis, prendre la température régulièrement avec un baromètre social, par exemple, pour ne pas découvrir les problèmes quand ils sont déjà énormes. Et ça paie. Regardez le cas des Tilieux. Ils ont mis en place des réunions mensuelles informelles, ils ont été transparents sur les finances. Bref, ils ont construit de la confiance, petit à petit. Le jour où un nouveau délégué, disons, plus combatif est arrivé, cette fondation solide a tout changé. La culture de dialogue a joué son rôle d'amortisseur, et les tensions ont été désamorcées avant même d'exploser. Allez, pour terminer, on prend un peu de hauteur. Parce que le monde bouge et le dialogue social dans nos établissements doit bouger avec lui. Ce qui est certain, c'est que rien n'est statique. Pensez-y. Avant 2020, on était dans un schéma assez classique, le Covid est arrivé et a tout bousculé. Parfois ça a soudé les équipes, parfois ça a mis le feu. Et demain, on voit arriver une nouvelle génération de délégués qui communiquent différemment, qui utilisent le numérique, on a des nouvelles lois qui arrivent. Bref, le jeu change en permanence et il faut savoir s'adapter. Et je voudrais finir avec une question qui se pose de plus en plus. L'intelligence artificielle, on en entend parler partout. Dans la gestion RH, elle arrive. Alors, est-ce que ça va être un super outil pour nous aider à anticiper les tensions, à mieux comprendre le climat social, ou est-ce que c'est le risque de mettre un écran de plus, de la technologie, là où on a surtout besoin d'humain, d'écoute et de confiance? C'est sans doute un des grands défis qui nous attend.